Bienvenue, chers téléspectateurs, dans l'interview d'Africa 24. Nous recevons le professeur Anastase Chiaka, président directeur général de l'Office rwandais de la gouvernance. Bienvenue. Merci beaucoup, Madame Touré, pour votre invitation. Écoutez, nous allons tout de suite parler de gouvernance, de bonne gouvernance, à travers des questions. Elles sont posées sur cette table. Je vous prie de lire la première, s'il vous plaît. Ah d'accord, j'y vais. Alors, le Rwanda est-il un exemple en matière de bonne gouvernance sur le continent africain? On n'a pas de philosophie de se dire qu'on doit être un modèle pour les autres. Mais il est certain que dans ce que nous faisons, tailler sur notre mesure peut servir d'expérience ou de leçons utiles pour d'autres, pour nos voisins, de près et de loin. Quelles sont les spécificités? Quelle est la singularité de ce système rwandais? Impeccable. La singularité du système rwandais, c'est qu'il est réfléchi vraiment en référence à notre contexte très particulier. Que ce soit notre modèle de démocratie que nous avons orienté vers la démocratie consensuelle, et en rejet au modèle de démocratie ou de politique de confrontation, est vraiment taillé sur notre mesure. Deuxièmement, nous avons mis l'accent sur une gouvernance centrée sur les solutions endogènes, ce qu'on pourrait en quelque sorte appeler les solutions africaines aux problèmes africains, donc les solutions rwandaises aux problèmes rwandais. Ce que je peux vous assurer, ce que je peux vous dire, c'est que le modèle de gouvernance rwandais fonctionne, il donne des résultats, il est axé sur l'efficacité, sur la redevabilité et sur les résultats. En quoi est-il consensuel, ce modèle, que d'autres qualifieraient de ferme? Le modèle consensuel est axé sur trois aspects majeurs. Premièrement, nous considérons que le pouvoir politique ou autre est un bien public et qu'il doit être partagé. Le partage du pouvoir est fondamental. Deuxièmement, nous considérons que quand il s'agit des différends dans la société, et il doit y en avoir, il y en aura toujours, il faut que le politique cherche à avoir des solutions à travers le dialogue. Troisièmement, nous considérons que les acteurs politiques ne sont pas des ennemis et ne doivent pas être des ennemis, ce sont des partenaires. Le fait que le Rwanda ait atteint quasiment tous les objectifs du millénaire pour le développement, ça a été souligné. Comment êtes-vous parvenu à les atteindre aussi rapidement? C'est justement le choix du Rwanda des approches vraiment endogènes pour répondre aux questions de pauvreté, aux questions posées par les OMD. Donnez-nous une approche qui a été un succès. Par exemple, l'accès aux mutuelles de santé a permis de faire des progrès considérables dans le secteur de la santé, que ce soit au niveau de la réduction de la mortalité infantile, que ce soit au niveau de la réduction des maladies, que ce soit au niveau de l'espérance de vie, que ce soit au niveau de, je dirais, oui, espérance de vie, mais aussi des questions relatives à la prévention des maladies ou à la vaccination et autres. Mais comment on facilite, restons sur ça, comment on facilite l'accès à ces soins de santé qui sont gratuits pour une partie de la population? On a fait des choix qui permettent justement des choix financiers. Comment on va financer, par exemple, des gens qui n'ont pas suffisamment de moyens? Et comment ceux qui ont beaucoup plus de moyens peuvent épauler ceux qui en ont moins? Donc les cotisations sont plus élevées pour absolument. Les plus nantis. Les gens qui sont dans différentes catégories, ils vont cotiser différemment. Et ceux qui sont très indulgents, évidemment, le gouvernement doit prendre sa responsabilité. Au Rwanda, il s'élève à 16%. Ça, c'est une responsabilité qui incombe au gouvernement. Le gouvernement doit faire ce pas-là. Mais aussi, on peut étendre à d'autres secteurs. Il y a, je vais vous parler de ce qu'on appelle les contrats de performance Imihigo, qui est le symbole au Rwanda de l'efficacité des institutions et des autorités locales dans le développement économique. Tous les districts, toutes les autorités locales font un contrat avec leurs citoyens et avec le président de la République. À la fin de chaque année, on vérifie qui a fait quoi par rapport à ce qu'ils avaient dit qu'ils vont faire. Et ça a permis d'avoir une croissance économique incroyable. Ça a permis d'être rapide dans notre
dans la réalisation de nos objectifs de développement. Absolument. Selon la Banque mondiale, le taux de pauvreté se situe à 63% en 2011. Il devrait passer à 54% en 2016. Est-ce en bonne voie? Bon, je pense que même on est à un meilleur niveau que celui-là, parce que nous avons aujourd'hui moins de 40% des gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc avec 16% qui sont dans l'extrême pauvreté, ce qui veut dire que plus de 50% ils sont déjà au-dessus du seuil de pauvreté, on a enregistré vraiment un taux de développement assez consistant. Selon certains observateurs, les autorités auraient changé les modes de calcul et ainsi fait baisser le taux de pauvreté. Non, ça c'était une aberration parce qu'il y a eu des analystes qui pensaient que il y a ceux qui pensent que quand il y a un succès en Afrique, que ce seuil a même augmenté, voilà. Quand il y a un succès en Afrique, donc il faut que ça doit absolument ne pas être vrai. Donc il y a eu ce genre d'interprétations, mais qui sont absolument erronées. Les modes de calcul ont changé, mais ont changé pas en faveur de ceux dont on parle, parce que même au détriment alors. Je ne voudrais pas ça rendu beaucoup plus réaliste. C'est pas qu'on les a changés pour que ce soit beaucoup plus facile de mieux calculer, ou bien ce n'est même pas vrai que les termes que les pays voisins utilisent, que nous avons les termes différents. Il n'y a pas de volonté de manipuler les chiffres afin de permettre au Rwanda de rayonner plus? Pas du tout, mais est-ce que si manipuler les chiffres, est-ce qu'on va aussi manipuler la réalité? Quand vous regardez Kigali, est-ce que ça semble que c'est fantôme ou c'est vrai? Certains disent que les apparences sont trompeuses. Écoute, si les apparences sont trompeuses, alors les réalités vont l'être beaucoup plus. Mais ce qui est vrai, c'est que le Rwanda et l'Afrique en général, nous avons des défis énormes au niveau économique. Et le Rwanda, c'est plein des défis, il y en a encore, c'est pas fini. Mais ce qui est important, c'est qu'on avance. Question suivante, s'il vous plaît. Encore. Alors, quels sont les principaux outils de maintien de la bonne gouvernance? Ça, c'est une question qui rentre très bien dans le centre de mon intérêt au Rwanda Governance Board. À l'Office rwandais de la gouvernance, nous avons développé des outils taillés sur notre mesure. Le premier outil s'appelle Citizen Report Card, qui veut dire que chaque année, la population est appelée à nous donner ses impressions au niveau de ses satisfactions, mesurer ses satisfactions ou ses dissatisfactions par rapport aux services qui lui sont rendus par les différentes autorités dans différents secteurs. Deuxième chose qui est importante, c'est qu'à partir de ce que les gens disent sur le service qui leur sont rendus dans différents secteurs, donc on fait une sorte de ranking des institutions et 10 points qui étaient censés, 10 points qui nous viennent de ce Citizen Report Card vont alimenter le ranking dans les contrats de performance, ce qui nous apporte ici un élément très important de redevabilité verticale. Ça veut dire que le citoyen a un mot à dire, non seulement sur ce qui doit être changé, mais aussi sur l'appréciation des différentes autorités qui doivent lui rendre service. Donc ceux qui sont à la tête de certains ministères, de certaines institutions, peuvent être écartés suite à ce type de rapport? Ça, c'est aux responsables politiques de le faire. Mais est-ce que ça s'est déjà vu? Ça, je ne vais pas dire que notre objectif, c'est de faire châter les gens. On n'a pas dit que c'est votre objectif, mais on demande si, lorsqu'on est confronté à une telle situation, ça arrive. Lorsqu'il y a une efficacité claire et nette, les gens prennent des décisions et incluent les décisions de dire... Monsieur, madame, je vous remercie. C'est déjà arrivé? Oui, il y a des gens qui ont été écartés suite aux inefficacités. Cette collecte d'informations, moins d'être un instrument de police, c'est devenu un instrument de motivation pour mieux faire son travail. Donc plutôt que police, vous dites motivation. Voilà. On joue sur les mots. Est-ce qu'on peut parler de bonne gouvernance et en même temps évoquer l'éventualité d'un troisième mandat du président Paul Kagame? Est-ce que ça rentre... selon vous, dans le même sillon? La Constitution appartient à la population. Si la population décide de faire des choix, ce sont ses choix. La proposition est venue du pouvoir. Et la population s'est exprimée. Ah non, oui. Je dirais que non. Il y a matière à interprétation. Voilà, on peut, justement c'est ça. Il ne faut pas mal interpréter la population. Je sais que j'étais ici, je voyais, on était pris à court d'événements.
la population a poussé vers sa sortie et son choix. Donc le troisième mandat n'est pas une violation de la loi, c'est une consécration de la démocratie. Consécration de la démocratie. Absolument, parce que la population a choisi. C'est qui a voté cette constitution il y a 20 ans, ou un tout petit peu plus? C'est la population. On va terminer avec la question joker. On parlait de bonne gouvernance, on a évoqué la bonne gouvernance durant toute cette interview. La bonne gouvernance, c'est aussi la liberté d'expression. Certains opposants, certains journalistes qu'on a pu rencontrer ici au Rwanda affirment que cette liberté d'expression, ils ne l'ont pas. Vous savez, hier, je lisais un rapport, et je vous incite à y aller. Il y a un think tank américain qui s'appelle Gallup. Et eux, ils font leur ranking à partir des aspirations des populations elles-mêmes. Et ce que j'ai vu, c'est totalement différent de ce que vous dites. Et ça ne veut pas dire ce que vous dites, je comprends. Il y a un discours très construit qui vise à faire croire au monde entier que voilà, le Rwanda, c'est un pays, oui, qui fait bien économiquement, mais qui limite les droits et les libertés de ses citoyens. Quand vous dites qu'il y a un discours, mais ce discours, il viendrait de qui? Mais justement, c'est un discours qui n'a pas de détenteur véritable, c'est un discours qui est dans la rue, enfin, pas dans les rues rwandaises. Lapsus? Non, qui n'est pas dans les rues rwandaises. C'est un discours qui est poussé par des acteurs externes de la société civile. Non, mais là, je vous ai pris l'exemple de journalistes locaux, d'opposants locaux. Est-ce que vous avez consulté, parce que ça c'est très difficile à croire, si vous avez trouvé un ou deux ou trois, vous en trouverez aussi qui vous diraient la même chose quand il s'agit des États-Unis ou de la France ou de la Belgique. Est-ce que cela fait de ces pays... C'est difficile ici de trouver un ou deux ou trois partis politiques d'opposition qui soient reconnus. Madame, c'est moi, le régulateur des partis politiques, j'en ai enregistré 11. Donc, hormis le Parti vert, le Green Party, d'autres partis sont reconnus officiellement au Rwanda. Des partis d'opposition, hein, je précise opposition, bien. Ça veut dire quoi? De réelle opposition, opposés au pouvoir, pas alliés et ralliés au pouvoir. Écoute, un parti politique, c'est un parti politique. J'ai bien précisé d'opposition. On ne peut pas se dire qu'on va avoir des partis politiques d'opposition qu'il faut enregistrer. C'est un parti politique. Il y a dans le monde entier, on n'a pas un seul pays qui enregistre des partis pour dire que vous serez des partis d'opposition. Mais la population le sait. Les Rwandais le savent. Ben oui, les Rwandais le savent. Mais ce qui crée la confusion, vous savez, c'est que, et c'est là où j'ai commencé, c'est que le Rwanda se construit, se reconstruit dans un système politique qui rejette la confrontation et qui embrasse le consensus. Et maintenant, si le consensus... Donc il rejette l'opposition quelque part aussi. Mais non, c'est une question d'interprétation. Parce que dire que nous sommes engagés dans une dynamique de consensuelle, ça ne veut pas dire que nous sommes politiquement homogènes. Qu'est-ce que c'est pour vous un opposant consensuel? Un opposant consensuel, c'est un politicien qui est engagé dans la politique pour faire ce qu'il doit faire, mais qui respecte les normes constitutionnelles de ce pays. S'il faut à choisir entre la confrontation et le consensus, je vais toujours continuer. Vous avez choisi. Nous avons choisi et on est sûr que le choix qu'on a fait, il est bon, parce qu'il donne des résultats. Merci à vous d'avoir accepté de répondre madame. à nos questions. Et merci à vous également, chers téléspectateurs. C'était l'interview d'Africa 24. À bientôt.